Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jacques Cardoz. Il est 9h34, la journaliste Christine Goguet est mon invitée dans le studio de Sud Radio. Bonjour Christine. Bonjour. Vous avez été directrice au Figaro, directrice au Parisien également, et eh bien vous nous parlez de la face cachée des grands hommes. Les grands hommes et le diable, c'est le titre de votre ouvrage, édition du Rocher, et c'est votre deuxième livre sur ces grands hommes aux éditions du Rocher. Vous qui aviez déjà dressé une série de portraits, vous vous étiez intéressé au rapport à la foi. Cette fois, c'est le rapport au diable qui vous intéresse. D'abord, c'est périlleux de s'attaquer à ces figures en promettant d'essayer de trouver des aspects dont on a peu ou pas parlé jusqu'à présent. Moi, je pense que la vérité, c'est toujours périlleux. À la fois dans nos métiers à la fois de journaliste ou d'historien. C'est vrai que remettre l'église au cœur du village et raconter la vérité, ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde, surtout que dans ce cas-là, ce sont des icônes qui ont été souvent encensées par leur époque, par une idéologie ambiante, par le récit collectif, le roman national, on va dire, et venir raconter leur face cacher leur face plus intime, c'est plutôt audacieux en tous les cas. Bien sûr. C'est pas du tout un livre de condamnation, hein, je le précise, c'est vraiment un livre qui porte la vérité et qui sert la vérité, ce qui est notre rôle de journaliste. C'est pas à vous que je vais l'expliquer. Absolument. Et d'ailleurs, en plus, cette tranche s'appelle La vérité en face. Vous voyez, donc ça pouvait pas mieux tomber. C'est vrai que par exemple, François Mitterrand et Victor Hugo restent des icônes pour une partie de l'opinion. Et ce que vous écrivez, c'est pas forcément ce que l'on a envie d'entendre, parce que vous nous le dites, le roman national finalement ne retient que le bon côté des choses et veut conserver l'image d'icône des uns et des autres. Alors effectivement, il y a plusieurs entrées sur ce livre. C'est évidemment le pendant du précédent qui racontait le rapport à la spiritualité des grands hommes, dont quelques-uns qui figurent dans les deux finalement. Victor Hugo par exemple, qui était inspiré par le divin, mais qui a une vie privée domestique beaucoup plus mesquine, on va dire. Dans sa vie privée, c'est quelqu'un de très volage, c'est quelqu'un qui se sert au fond de son rapport de domination. Il est très fortuné, il est très célèbre, c'est un peu la rockstar de l'époque. Il en profite un peu pour asseoir sa vie sexuelle qui est assez dissolue, on peut dire. Il a une double vie qu'on connaît évidemment, que chacun connaît, avec Juliette Drouet, mais pas que. Il profite un peu de son pouvoir pour satisfaire un peu ses instincts sexuels. Il a même un petit carnet où il raconte ses histoires, quand même, c'est quand même un peu particulier. Qu'est-ce qu'il fait? Il note tout et il raconte... il note ses petites impressions, il sort avec les servantes, les gouvernantes, même la servante de Juliette Drouet. Donc c'est quand même... Est-ce qu'aujourd'hui, et ça c'est pour ça que j'en reviens à l'époque... c'est une mise en perspective aussi, c'est-à-dire que... Est-ce qu'aujourd'hui on accepterait ça? C'est ça. Parce que je trouve que c'est une époque aussi qui en juge une autre, et c'est très bien qu'on ait pu évoluer aussi. L'information va très vite aussi, peut-être qu'à l'époque l'information était peut-être évidemment beaucoup... C'était l'ère de la presse écrite et on attendait avec grande impatience l'apparition d'un journal qui allait arriver au moins le lendemain. C'est clair, et puis aussi le rapport aux femmes, c'est-à-dire que les femmes étaient quand même pas très bien traitées dans l'ensemble, donc l'essai il a plusieurs, donc le livre qui est très facile à lire, parce que finalement c'est quelque chose... C'est passionnant, ce sont que des personnalités qu'on connaît, et effectivement on a envie d'en savoir plus. Alors par exemple, Jean-Paul Sartre, en ce qui concerne Sartre et Beauvoir, vous croquez les deux figures intellectuelles du Café de Flore sous un nouveau jour, et vous rappelez le passé plus que douteux de Sartre durant l'occupation. À la Libération, il n'a pas hésité à se qualifier de résistant. Sauf que ça n'est pas exactement le vrai récit. Là, on peut dire beaucoup de choses sur ces grands hommes. Je rappelle ce que c'est qu'un grand homme. C'est quelqu'un qui a marqué durablement et largement l'histoire. Donc, on aimerait que sa vie soit en adéquation, soit sa vie personnelle soit en adéquation avec ce qu'il professe, avec ce qu'il est. Malheureusement, je pense qu'il faut beaucoup déchanter, et Sartre
et Beauvoir, c'est le couple infernal. C'est le couple maléfique par essence. On peut dire que Sartre n'existe pas sans Beauvoir et inversement d'ailleurs, puisqu'ils sont liés par une espèce de pacte à vie sur lequel on peut dire que dans leur vie politique, ils se sont aveuglés beaucoup. D'ailleurs, Sartre, à un moment donné, fera un plaidoyer pour les intellectuels. Ça veut dire que, quelque part, il était conscient de ses limites. Il a épousé avec Beauvoir toutes les causes, maoïsme, féminisme, communisme, tous les régimes totalitaires, en se trompant beaucoup. Je pense que par exemple pendant la guerre, il faut quand même le rappeler, et puis vous le rappelez très bien d'ailleurs, Sartre faisait donner devant tout le public de la collaboration ses pièces de théâtre, et Beauvoir travaillait à Radio Vichy. Donc pour être exemplaire, ça paraît quand même assez antinomique, en tous les cas très contradictoire. Et ils sont tous contradictoires au fond, ce qui veut dire qu'en fait, je pense qu'on peut être un grand homme, même voire un génie pour Victor Hugo, qui évidemment a quelque chose de plus que nous tous, mais dans sa vie privée, avoir une face mesquine, faillible, parce qu'un grand homme n'en reste pas moins un homme. Ou une femme d'ailleurs, en l'occurrence. En ce qui concerne donc le couple, restons un instant sur le couple Sartre-Beauvoir. Elle est évidemment l'icône du féminisme et de la libération sexuelle, mais vous apportez, et vous avez travaillé ces témoignages qui raconte qu'elle a servi de pourvoyeuse de chair fraîche. C'est comme cela que vous le dites à son compagnon Jean-Paul Sartre. C'est ça. Alors, c'est vrai que là, c'est la contradiction absolue. Moi, jeune fille, je lis les mémoires d'une jeune fille rangée. Le deuxième sexe, c'est une révolution du féminisme. C'est la pionnière du féminisme en France et ailleurs. Beauvoir, il faut se rappeler de l'époque. Et là, quand on cherche, on trouve, et là, ce qu'on trouve est quand même assez paradoxal, pour le moins. Simone de Beauvoir décide de la libération sexuelle, on va dire, sauf qu'elle décide de la libération sexuelle avec des jeunes filles en fleurs qui sont ses élèves. Elle va chercher des élèves qu'elle va mettre dans son lit et dans le lit de Sartre. Et comme ces petites jeunes filles qui savent pas trop, etc., sont très admiratives du professeur qu'elle est, eh bien, elles se laissent faire. Et il y en a une, notamment, parce qu'il y en a eu beaucoup, c'est pas rien. Donc là, c'est totalement contradictoire avec la cause féministe, on peut le dire. Et il y en a tant et si bien qu'il y en a une qui va écrire les mémoires, Bianca, les mémoires d'une jeune fille dérangée, en racontant tout cela et en étant extrêmement perturbée et malheureuse d'avoir vécu ces aventures pour le moins particulières. Est-ce que Simone de Beauvoir s'est expliquée au sujet de cette forme de contradiction ? Non, mais elle a été radiée tous les cas, elle a été radiée de l'université et de son poste de l'éducation nationale. Elle a été visée par une plainte pour excitation de mineurs à la débauche. C'est comme ça. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. En 43, et malgré tout, son image aujourd'hui, elle demeure. Ce que l'on retient de Simone de Beauvoir, c'est pas ce que vous écrivez, en tous les cas, c'est la cause. C'est ça qui est étonnant, parce que au fond, on a beau savoir. Alors bon, tout le monde ne sait pas, parce que évidemment, il y a quelques révélations dans le livre, notamment sur Gandhi, notamment sur les femmes de Pétain, comme vous l'avez dû le voir, mais quand même les gens restent sur leurs acquis. Moi je voyais il n'y a pas très longtemps une interview de Gallimard sur Simone de Beauvoir qu'on continue à encenser et il y a encore des écoles Simone de Beauvoir, c'est quand même un paradoxe, encore une contradiction totale avec l'exemplarité qu'elle pourrait porter. Au vu de tous les éléments que vous apportez, par exemple, vous pensez que Simone de Beauvoir ne devrait plus, qu'elle ne devrait plus d'une certaine façon prêter son nom, et que l'administration devrait reconsidérer que des bâtiments ne soient pas baptisés Simone de Beauvoir. C'est une vraie question. Après, moi, en tous les cas, la question se pose pour d'autres, donc elle pourrait se poser pour elle. La question se pose en tous les cas, surtout sur des écoles. Ce serait, sur un autre sujet, parce qu'effectivement, elle a eu une œuvre intéressante. Et son œuvre demeure, évidemment. Et son œuvre demeure, évidemment. Moi, je crois que justement, faut-il séparer
l'homme de l'œuvre. Parce que c'est la fameuse question. D'ailleurs, vous, il faut le dire, c'est-à-dire que vous ne remettez jamais en cause, évidemment, dans ce livre, l'œuvre et les œuvres et la grandeur, j'ai envie de dire, intellectuelle de ces hommes. Mais sauf que vous racontez des doubles vies, des faces sombres et des choses qui sont moins reluisantes. Et comme on n'est pas dans la même société que celle, évidemment, de ces époques-là, eh bien, il n'y a pas l'information qui permet de tout dévoiler. Mais si Simone de Beauvoir vivait aujourd'hui et faisait ce qu'elle, voilà ce que vous nous racontez, que resterait-il de Simone de Beauvoir ou de Victor Hugo? Est-ce qu'on jette pour autant Les Misérables, Notre-Dame de Paris? Ce serait quand même dommage. Des œuvres magistrales, faut bien Ce dire. serait dommageable. Mais on va poursuivre la discussion avec vous, et notamment parce qu'il y a d'autres personnages très intéressants. Je pense à Coco Chanel, Jean-Jacques Rousseau, bien sûr. Vous nous direz un mot de Gandhi aussi, parce que ça m'intéresse dans un instant, et c'est dans La Vérité en face. Vous voyez, Christine Goguet qui est avec nous et qui nous parle de la face sombre des hommes, et qui nous rappelle et qui vient d'écrire ce livre qui sort aux éditions du Rocher, pardon. La face, vous nous dites le titre? Les grands hommes et le diable, la face obscure des grands hommes et des grandes femmes. 9h45, à tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face, Jacques Cardoz. On est avec la journaliste Christine Goguet qui vient de signer un livre aux éditions du Rocher, Les grands hommes et le diable, après avoir signé un premier ouvrage qui était également consacré aux grands hommes, mais dans leur rapport à la spiritualité. On parlait de Sartre à l'instant, on parlait de Simone de Beauvoir. On va aborder d'autres personnages illustres, Coco Chanel, Jean-Jacques Rousseau, Gandhi, Karl Marx, parce que il y a combien de portraits au total Il y a une quinzaine de personnalités. Ouais, et vous les avez sélectionnés selon quels critères? Vous vous êtes dit, ce sont ceux dont on a une bonne image, je vais essayer de gratter un peu, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Il y a une bonne image, et puis voilà, ils sont tombés comme ça. Un sujet forcément subjectif, donc c'est un choix personnel. Et alors comment vous travaillez? Vous piochez dans les archives, vous allez essayer de récupérer des manuscrits, des lettres, c'est ça? C'est ça. Alors d'abord, il y a une très grande bibliographie, ça c'est clair, beaucoup de recherches. C'est une véritable enquête d'histoire. Et donc je vais chercher les biographies officielles, et après je vais gratter, comme vous dites, et on découvre des choses assez étonnantes, notamment sur le précédent livre avec Napoléon, sur son rapport à Dieu et à la foi chrétienne, que pas un seul grand historien avait mis au jour. Ouais, et c'est vrai que vous révélez, vous montrez en tous les cas, et vous écrivez sous d'autres aspects des facettes de ces grands hommes. Christine Goguet, je le rappelle, directrice au Figaro, directrice au Parisien et aujourd'hui, donc vous signez ces deux livres aux éditions du Rocher. Alors parlons de Coco Chanel. On connaissait son amitié pour le régime nazi. Là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on savait. Gabrielle Chanel était en couple avec un baron allemand durant la Seconde Guerre mondiale, et elle aurait, selon certains documents, été recrutée dès 1940 comme agent secret du régime nazi. Oui, ça c'est une révélation assez récente, puisqu'il y a une très belle biographie, très bonne biographie qui s'intitule Sleeping with the Enemy. Donc Coco Chanel, il faut replacer les choses dans leur contexte aussi. Pour ces grands hommes et ces grandes femmes, je pense que l'enfance modèle beaucoup leur parcours. Souvent, ce sont des enfances traumatisée. Coco Chanel perd sa mère, elle a 12 ans. Sa mère meurt de la tuberculose. Elle adore son père, mais son père va l'abandonner. Il va la mettre dans un orphelinat. Et elle est placée. Et donc, elle nourrit dans cet orphelinat. Puis ensuite, ses placements divers, malheureusement, dans des conditions terribles. Elle nourrit un désir de revanche. Et elle va vouloir exister par son talent, son imagination, parce que c'est un grand génie. Elle va libérer le corset le corps des femmes. C'est une femme qui a une créativité extraordinaire. Et son dessin marque encore aujourd'hui la mode. Et elle marque toujours la mode. C'est une femme qui est très dure, parce que forcément son enfance l'a marquée. C'est pas la seule. On reparlera de Rousseau, c'est aussi une enfance très traumatisée. Celle de Pétain aussi. C'est intéressant de voir de quelle manière elles sont façonnées. Ouais. Voilà. Et elle, à un moment donné, elle va éclore. Elle va devenir cette icône internationale de la mode. Et la Seconde Guerre mondiale éclate. Et là, elle se dit, je vais tout perdre. Puis l'occupation. Je vais tout perdre. Elle est associée à hauteur de 10%.
elle-même n'a que 10% des parts avec un associé qui s'appelle Vertemer. Et donc, elle va se dire, je risque de perdre des choses. Donc elle collabore. Donc elle va s'appuyer sur les lois antisémites pour aller dénoncer son actionnaire. C'est particulier. Donc elle va le dénoncer. Est-ce que c'était une conviction ou est-ce qu'elle l'a fait pour demeurer, pour exister, j'ai envie de dire, d'un point de vue professionnel? Alors je ne suis pas dans son cœur, mais en cherchant, on comprend très bien les raisons, évidemment, d'opportunisme qui ont pu la guider là. Après, elle a beaucoup fréquenté aussi, peut-être par opportunisme, ou alors le cœur a ses raisons que la raison méconnaît, c'est possible aussi. Hein. Elle a eu cette histoire avec ce baron, elle a eu une histoire aussi avec un officier au service de l'Allemagne nazie, qui s'appelait von Dinklage. Donc elle a quand même des affinités avec les Allemands qui étaient au pouvoir, donc ça pouvait être intéressant, évidemment. On peut aussi le voir sous cet angle-là. Hein. Et on peut dire qu'elle était allée jusqu'à partager certaines idées des nazis. Alors on peut et en tous les cas ça a été écrit, c'est retranscrit. Est-ce que c'est moi je le mets plus sur le dos de l'opportunisme, mais je peux me tromper. Hein. Et puis bon voilà, il y a beaucoup de gens qui se sont aveuglés, qui se sont dit c'est quand même pratique, etc., etc. On joue avec sa conscience aussi. Hein. Alors autre personnage dont vous parlez et que vous racontez, c'est Jean-Jacques Rousseau, théoricien notamment de l'éducation. On se souvient de cette phrase, enfin en tous les cas je ne sais pas si on s'en souvient, mais en tous les cas c'est une phrase qui est que je trouve très belle. La nature est bien faite tandis que le monde est souvent corrompu. C'est l'une des phrases de Jean-Jacques Rousseau, mais lui n'est pas exempt de tout reproche. Oui, alors on ne peut pas séparer complètement l'homme de l'œuvre, donc ça veut dire que quelque part son inconscient devait parler, c'est clair. Et donc son rapport à ses propres enfants est quand même terrible. Alors terrible. Rousseau, c'est vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est la face double. C'est quelqu'un qui dit faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Et d'ailleurs il le clame. On peut être en contradiction avec soi-même, ça ne lui pose aucun problème. Bon, il y a quand même quelques débats là-dessus avec Voltaire qui lui va lui reprocher et qui lui fait toujours face au Panthéon et qui va lui reprocher justement d'avoir à la fois écrit l'Émile qui est un traité sur l'éducation moderne, qui est c'est le penseur de l'enfance moderne, Rousseau. Donc il fait ce traité extraordinaire pour raconter comment éduquer ses enfants. Et lui, qui est donc lui aussi un enfant très maltraité, son père le bat quand il est enfant, son père abandonne son frère et lui-même. Donc il faut quand même resituer les choses. Parce que au fil de tous ces récits que vous nous racontez, on s'aperçoit qu'à chaque fois, ces grands hommes ou grandes femmes ont eu des difficultés, y compris dans l'enfance, et sont nés dans le conflit, parfois dans l'abandon, dans la violence. Et c'est un trait presque d'union entre ces différents personnages. Oui, c'est vrai, et c'est ce que disait Saint-Exupéry. On est de son enfance comme on est d'un pays. Et je pense qu'il y a beaucoup de psychologie aussi dans ses biographies, parce que quand Rousseau se rend compte qu'il ne pourra pas être un père parce que lui-même n'en a pas eu, il a perdu sa mère très très jeune, eh bien à un moment donné, il fait des enfants, mais il les porte un par un, les nourrissons, il les porte un par un à l'hospice des enfants trouvés, qui est l'orphelinat le plus terrible de l'époque. Comme on peut l'imaginer, à l'époque, il y a entre 70 et 90% de morts chez ces enfants-là. D'ailleurs, on ne retrouvera jamais aucune trace des 5 enfants de Rousseau. Ah oui. Et il y a tant et si bien qu'il y a même des amis à lui qui lui disent on va les adopter. Non, il ne veut pas. Alors, autre personnage illustre. Ça relève de la psychiatrie, hein. Oui. Autre personnage illustre, parce qu'il nous reste quelques secondes, on va aborder Gandhi et Pétain. Gandhi, j'apprends en lisant votre livre qu'il y passait du temps au milieu de jeunes filles dénudées, mais que c'était quelque part pour son bien au sens, non pas sexuel, mais de la résistance à la sexualité. Oui, c'est assez incroyable, parce qu'on a une vision du Mahatma Gandhi, la grande âme. Gandhi, pour moi, c'est la référence de cet apôtre de la non-violence, qui s'est battu pour la minorité entre guillemets indienne. Sauf que Gandhi, quand on va chercher un peu plus loin, on le voit écrire des lettres presque amicales à Hitler, on le voit passer 22 ans en Afrique, et c'est 22 ans en Afrique où il tient des propos à caractère totalement raciste envers les populations noires.
Ça, c'est quand même quelque chose pour quelqu'un qui défend les peuples opprimés, en tous les cas le sien. En tous les cas, ça n'est pas l'image, comme vous disiez, du roman national. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on retient. Il va jusqu'à dire le noir est un être grossier et paresseux. Alors, il faut resituer aussi ça dans les époques, parce qu'effectivement, à l'époque, il y avait beaucoup de racisme. Oui. Et dans toutes les époques passées, il y a aussi beaucoup d'antisémitisme dans tous les personnages que je montre au jour. On peut le dire. On a dit beaucoup de choses de Pétain, mais vous y consacrez également un passage de votre livre. Quels sont les éléments sur Pétain que l'on n'a pas forcément bien en mémoire? Alors Pétain, c'est le visage double de la France, on peut le dire. Ça c'est clair. Et puis une partie qu'on ne peut pas lui dénier non plus, qui a été une partie de grand homme. Et puis la seconde partie où il veut embrasser le pouvoir seul au fond, et je pense moi qu'il est prêt à toutes les compromissions pour ça. Et sur un fond de double vie qu'il a toujours eu, parce que il est très volage, Pétain, et il enchaîne les conquêtes, et tant et si bien que sa femme Nini va découvrir plein de choses, puisqu'il a une double vie avec une autre femme qui s'appelle Mélia, et il y a peu de gens qui le savent, et aussi il n'arrête pas de séduire toutes les femmes qu'il rencontre. Christine Goguet était l'invitée de La Vérité en face ce matin sur Sud Radio. Merci Christine pour cet ouvrage, Les grands hommes et le diable, aux éditions du Rocher. Je rappelle le premier que vous aviez écrit dans ce rapport à la foi et la spiritualité. Merci infiniment d'être venu jusque dans le studio de Sud Radio. On est avec Maxime Liédot. Bonjour Maxime, comment allez-vous? Jacques, bonjour à tous. 9h57 sur l'antenne de Sud Radio. On en a beaucoup parlé ce matin. Je crois que ça va être votre fil rouge, l'affaire Jubilard. L'affaire Jubilard qui rebondit. Et là, qu'est-ce que vous nous préparez durant votre émission? Forcément, on va y revenir avec Stéphane Simon qui a eu l'occasion il y a quelques mois déjà de s'impliquer dans les mystères de cette affaire. On sera avec lui pour essayer de comprendre de quoi ces aveux de Cédric Jubilard sont-ils le nom. On sera avec lui d'ici une poignée de minutes. Et puis, entre 10h et 13h, tout l'été, on va vous accompagner, notamment avec les débats où un rapport est sorti. Vous vous rappelez, Jacques, de ces fameux espaces No Kids qui avaient fait la polémique. Un rapport est tombé. Ils estiment que tous ces espaces sont en réalité discriminatoires et illégaux. C'est une commission qui dit ça. Ils demandent donc au gouvernement d'interdire ces espaces. Moi, je pose la question ce matin et je vous pose aussi la question au 0826 300 300 et ça fera forcément réagir nos débatteurs. Est-ce qu'on a encore le droit de détester les enfants? Est-ce qu'on a encore le droit de pas avoir envie, quand on est en vacances, d'avoir des gosses qui plongent dans la piscine, qui font du bruit au petit déjeuner? En tout cas, j'attends vos réactions 0826 300 300 et on pousse bien sûr la discussion jusqu'à 13h avec un invité exceptionnel. Perico Légas quitte ses vacances pour venir s'inviter dans le studio de Sud Radio et on sera avec le ministre Serge Papin. Il a un énorme portefeuille, ce ministre-là. Oui. C'est le tourisme, c'est les petites et moyennes entreprises, c'est le commerce. Ça tombe bien parce que tous ces sujets sont au cœur de l'actualité et on a beaucoup de questions à lui poser. Midi, 13h, Serge Papin, Perico Légas et ma pomme. C'est le programme entre 10h et 13h. Il est plein dans l'actualité. Serge Papin, vous avez raison, 9h59 sur Sud Radio dans un instant. Donc Maxime Liédot et puis à partir de midi avec Perico Légas pour l'interview avec Serge Papin qui est au cœur de l'actualité, vous le rappelez, puisqu'il est ministre des PME. J'ai été ravi de passer cette matinée en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous demain dès 7h. L'info se poursuit sur Sud Radio. Il est 9h59.